Victor Mazières, il y a peu de profils aussi étonnants que le vôtre, à la frontière entre l'esthétique, la chimie, la critique, la philosophie et même la création artistique. Et je citerai à ce titre vos collaborations avec Laurie Dalava, et je pense en particulier à l'ouvrage Précipité de 2017, publié par le Centre photographique d'Île-de-France. Victor, vous faites partie authentiquement de ce qu'on appelle les têtes chercheuses. Vous écoutez toujours une aventure, où l'on découvre ensemble des intuitions poétiques et des faits scientifiques. Je ne me voyais pas inviter quelqu'un d'autre que vous pour parler pigments, abstraction, photosynthèse et réalité quantique. Et je suis sûre que la chimie de votre conférence sera digne d'un alchimiste. Donc, je vais tout d'abord un peu commencer ma conférence par le fait d'analyser peut-être une figure qui va avoir une très grande longévité dans l'histoire de l'art, ce qui a été mis en valeur en évidence par Rosalind Krauss dans un texte qui est assez célèbre, qui est la figure de la grille. Et la grille, en fait, elle est liée à une conception en fait de la géométrie qui est très platonicienne, c'est-à-dire c'est l'idée que quelque part la géométrie va exprimer des formes qui sont éternelles, immuables, et que derrière le monde, en effet, des apparences, elle va permettre d'accéder à quelque chose d'infini, de divin, de constant, de permanent. Elle va permettre aussi une forme de maîtrise et de reproduction parfaite du réel. Donc, d'une certaine façon, plus la réalité va pouvoir coller à une représentation géométrique et plus on va pouvoir la parfaire, voire l'idéaliser, plus d'une certaine façon, on se rapproche à la fois de ce qui contient l'élément, on va dire, un peu divin, l'élément immuable au sein du réel et de la réalité qui, elle, est changeante, qui est une idée très platonicienne. C'est l'idée chez Platon des idées, qui est le monde des formes immuables, des lois mathématiques. Et par exemple, pour Platon, quand on a la formule mathématique d'un cercle, on peut tracer tous les cercles possibles, d'un triangle, on peut imaginer tous les triangles possibles, indépendamment de leur forme, de leur taille et de leurs caractéristiques. Donc les mathématiques, c'est quelque chose la géométrie, c'est quelque chose qui va amener une forme, disons, d'éternité à l'intérieur du sensible qui, lui, est fluctuant, est mouvant, et est lié, en fait, au changement. Donc cette figure de la grille, on la voit, par exemple, apparaître chez Dürer. Ici, on en a une gravure en bas. L'idée, en fait, c'est un peu et on a un appareil en haut qui sert à mesurer la perspective et un traité qui traite donc de la mise au carreau. Donc on met en fait une sorte de grille et on va pouvoir, disons, reproduire les points, les coordonnées, disons, avec une géométrie euclidienne, donc des points et des courbes. Et ça va permettre, disons, pour l'artiste et le dessinateur d'avoir une reproduction exacte des proportions et également de pouvoir beaucoup plus facilement engendrer des perspectives qui sont correctes. La géométrisation, disons, du réel, cette partie d'éternité, c'est vraiment ce qui va permettre de révéler ce monde-là des mathématiques qui en fait, on pourrait dire qu'il y a un petit peu trois mondes en fait, et ces trois mondes, ils vont un peu s'interconnecter dans la façon dont les artistes vont au fond représenter la réalité. On pourrait dire qu'il y a un monde, peut-être le monde d'abord sensible, qui est le monde de nos perceptions, le monde confus, le monde des sensations, le monde où il y a la joie, la peine, l'amour, tout ce monde-là qui est en fait le monde dont on fait l'expérience, mais qui est peut-être le monde de la conscience, qui est le plus complexe justement à décrire en termes de science, parce que même si on a fait beaucoup de progrès en termes de neurosciences, déterminer vraiment ce qu'est la conscience, ou même l'origine de la conscience, fait encore débat. On n'est pas absolument certain que, disons, ça soit un phénomène totalement émergent de l'évolution, qui est quelque chose qui relève d'un phénomène, on va dire, plus physique, peut-être de lois plus profondes de l'univers, qui est une théorie, par exemple, défendue par un physicien comme Penrose. Et donc, à ce monde-là, on a le monde, on va dire, où il y aurait un peu les simulations mathématiques de toutes les chaises, de toutes les tables, et qui serait le monde, justement, des mathématiques. Et la connexion entre ces deux mondes-là, en fait, c'est la géométrie, d'une certaine façon, qui va pouvoir le faire. Et la couleur va, elle, peut-être d'une certaine façon, se charger en revanche plus, on va dire, du lien avec, on va dire, la sensation, et du lien avec justement l'infini. Et par exemple, dans la peinture de la Renaissance et de pré-Renaissance, il y avait une certaine codification de la façon dont on utilisait les pigments. Par exemple, les pigments les plus précieux, comme par exemple le lapis lazuli, qui est un bleu
d'outre-mer. Le lapis lazuli, c'est une pierre, et quand on la réduit en poudre, et surtout quand on l'utilise avec un médium aqueux ou résineux, comme la tempéra, qui est aussi fait de protéines, genre des protéines d'œufs ou des protéines de lait, la casine, elle a un éclat particulier, elle a un indice de réfraction qui est lié au pigment et qui fait qu'elle a une luminosité particulière. Et ça a été traditionnellement le pigment qu'on a utilisé pour représenter le manteau de la Vierge, par exemple, dans cette enluminure, ici, ou qu'on voit ici, ou également chez Piero della Francesca, ici dans cette reproduction de la Madone del Parto, et chez Giotto. Là, il décrit le plafond de la chapelle de Scoverini de Padoue, donc qui est entièrement fait de lapis lazuli. Donc, en effet, un pigment qui sert en effet à connecter d'une certaine façon la sensation à l'infini. Et on s'en sert en effet à l'huile aussi, comme c'est dans le cas ici chez Vermeer. Mais l'éclat en effet à l'huile du lapis lazuli est un peu différent. Il est beaucoup plus dû à l'indice de réfraction de l'huile. C'est un pigment qui devient un petit peu plus terne. Il perd son éclat, il perd sa brillance. Donc c'est intéressant parce que c'est cette brillance justement du lapis lazuli, c'est quelque chose que Klein, par exemple, va vouloir conserver quelque part. Et pour le conserver, il va créer, synthétiser un pigment qui est une version particulière du bleu d'outre-mer, et également un liant particulier, un liant spécifique, un liant résineux, et qui va lui permettre justement de conserver toutes les qualités optiques de son pigment. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'un pigment, en fait, quand on le met dans un liant, il perd beaucoup de son éclat. Il y a quelque chose de beaucoup plus vibrant, en général, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus dense dans un pigment à son état naturel, et qui conserve beaucoup plus justement les qualités du métal précieux ou de la pierre précieuse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour Klein également, qui avait un grand rapport aussi au sacré, à l'infini, le bleu, c'est vraiment la couleur qui permettait justement de nous connecter quelque part à la notion d'infini. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre un peu que ce monde des sensations dont je parlais, c'est en général la couleur qui s'est chargée de le véhiculer, je dirais, tandis que la géométrie, quelque part, formait l'ossature du réel. C'est-à-dire que la grille, c'est quelque part quelque chose qui va former un peu le squelette de la réalité, ce qui reste aussi lorsqu'on en a retiré, on va dire, toute la chair. Et aux pigments les plus saturés, il y a aussi une certaine hiérarchie de la couleur. On va avoir, la charge va revenir justement de véhiculer cette idée d'infini. Et ce qu'il faut voir, c'est que les pigments en effet qui sont des pigments naturels, disons qu'on va trouver en général dans la nature, ce sont des pigments en général, les plus courants c'était des terres, donc des terres rouges qui sont des oxydes de fer qu'on a utilisé beaucoup justement au XVIIe siècle, qui servaient souvent de fond, avec lesquels on préparait une toile et ensuite on mettait du blanc, qui était du carbonate de plomb, et on construisait en fait une peinture depuis ce fond rouge qui a une certaine façon justement d'absorber le rayonnement et donne un éclat en fait assez particulier, quelque chose de très perlé au blanc qu'on met dessus. Et parce que le rouge en fait a une très grande capacité d'absorption. Donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose de très différent de la façon de procéder à l'époque de l'impressionnisme, où au contraire on a utilisé un fond blanc, mais le fond blanc, quelque part, vu que le blanc va réfléchir énormément de lumière, on a aussi une certaine aplatissement de l'image, c'est-à-dire que la notion de profondeur, et c'est souvent ce qu'on voit par exemple dans la peinture, justement le clair-obscur dans la peinture baroque ou dans la Renaissance, il est quelque part, il est très logique. Il a une grande logique quand on le voit quand on l'étudie par rapport à la propre technique qu'ils utilisent. Parce qu'en effet, le fait d'utiliser un fond rouge fait qu'en fait on part d'une certaine façon de l'ombre et de quelque chose qui va absorber la lumière pour ensuite mettre de la lumière et du blanc qui va se superposer dessus et qui va donner cette impression justement particulièrement de luminosité. Parce qu'à un fond rouge, en fait, ce qui est relativement simple,
ensuite, quand on va le remplir ensuite avec une couleur, il va se noircir d'une façon assez naturelle. Et le blanc va être vraiment la chair qui va se détacher, justement un peu plus en épaisseur, sur le fond, qui lui va constituer quelque part la nuit et l'obscurité du tableau. Et donc généralement, c'était des couleurs qu'on faisait avec... la couleur de chair était le plus souvent faite avec typiquement du blanc, du vermillon, un peu de noir, un peu de terre. Et le vermillon, par exemple, qui est un pigment intéressant, parce que le vermillon, c'est un pigment en fait qui existe à l'état naturel, c'est un sulfure de mercure, mais c'est aussi un pigment qu'on a purifié ensuite, alors avec le travail des alchimistes, l'alchimie, c'est quelque chose de particulier parce que c'est une sorte de proto-chimie. Elle a pas les mêmes... on peut pas la comparer absolument à la chimie moderne parce qu'elle n'a pas du tout la même... elle s'inscrit pas dans le même cadre conceptuel. L'idée dans l'alchimie, c'est de manipuler en fait les esprits des éléments. Il y a une certaine chose métaphysique, disons, qui est derrière, tandis que dans la chimie moderne, on manipule vraiment la matière et vraiment les couches électroniques. Néanmoins, les alchimistes avaient une sorte de proto-idée, peut-être quelque part, qui avait peut-être des rapports d'énergie qui existaient en effet dans la constitution des différents états de la matière, et quelque part ils recherchaient un état cristallisé qui était aussi, même en chimie, l'état aussi le plus pur quelque part d'une molécule. Donc les alchimistes, donc, en manipulant justement le soufre et le mercure dans leurs expérimentations, ont à un moment donné créé un vermillon en fait synthétique, un vermillon artificiel, et qui ensuite a été extrêmement utilisé par les peintres. Donc il y a cette influence déjà un petit peu des technologies, des techniques d'une époque pour la constitution de pigments nouveaux. Et donc la grille, ce qui est assez intéressant, c'est on va avoir différentes itérations. Donc elle évolue, comme je vous l'ai dit, au fil des siècles. Et là, par exemple, on a un tableau d'Odilon Redon où il devient fenêtre. On voit déjà une sorte d'aplatissement quelque part de la perspective. Il y a quelque chose où elle s'inscrit déjà comme une sorte de figure presque superposée, presque déjà un peu abstractisée. Et au fil du temps, dans l'évolution, en fait, la grille va être de plus en plus utilisée pour déconstruire en fait le paysage, déconstruire la figuration et essayer d'amener justement une dimension qui va être, on va dire, autre, qui va amener quelque part vers ce rapport à l'invisible, qui est un rapport aussi quelque part au sacré, à quelque chose de mystique, au rapport analogique. C'est exactement ça qui récupère justement une idée alchimique, puisque l'alchimie et la magie, quelque part, fonctionnent sur des idées analogiques, avec l'idée que le microcosme et le macrocosme sont à l'image l'un de l'autre, justement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir le miracle d'une chose. C'est ce qu'on voit dans la table d'émeraude, c'est ce qu'on lit dans la table d'émeraude, qui est un ouvrage, disons, clé de l'alchimie. Et ces rapports analogiques, justement, c'est probablement ce domaine justement de la perception confuse, de la perception complexe, des images qui sont flottantes, mouvantes, de la conscience, de cette spectralité consciente où on a des choses mémorielles, des choses fluctuantes, des souvenirs, des émotions, des sensations qui vont se mélanger et fluctuer, faire corps, apparaître, disparaître. Et je pense que dans la modernité, il y a cette idée justement de faire apparaître et disparaître et d'engendrer une peinture qui a une forme de dynamique interne, de dynamique de la sensation. Et je dirais quelque part une sorte de physique de la sensation, puisque c'est les propriétés extrêmement, on va dire, physiques, spectrales, en termes de spectre lumineux, de longueur d'onde, des couleurs, qui va être utilisée à part entière et pas simplement, disons, la façon dont ils constituent une image de la réalité. Donc ils deviennent, d'une certaine façon, des éléments autonomes de la perception et de la sensation. Donc là, on va avoir différents exemples que j'ai pris de gris. Là, on a une toile de Mondrian, là, Vasarely, et en effet avec un quasar. Un quasar, c'est aussi un phénomène lumineux assez comparable au pulsar. Et on voit que la grille, en effet, va se charger aussi de quelque chose d'optique, de physique, d'une modélisation aussi, avec de plus en plus une certaine influence aussi des sciences. Donc elle va se constituer un peu comme cette nouvelle armature d'une nouvelle forme justement de sensation et de perception, et d'une nouvelle physique de la perception et d'une nouvelle physique de l'image. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quelque part,
Cette évolution dans la notion, dans la représentation, elle va suivre historiquement une certaine évolution dans la conception même de la notion de réalité. Donc, dans le monde de la perspective, dans le monde, on va dire, classique, newtonien, d'une certaine façon, le projet est quelque part de maîtriser, de se rendre maître et possesseur de la nature, de maîtriser la connaissance des phénomènes physiques par l'abstraction des mathématiques et par le calcul et la géométrisation du réel. C'est ce projet vraiment de géométrisation euclidienne de la réalité. Et avec la mécanique quantique, on va aboutir à quelque chose qui est extrêmement différent parce qu'il y a au fond une nouvelle façon de comprendre la réalité qui fait qu'au fond, ce qu'on constate dans notre monde dit classique est extrêmement différent de ce que le monde quantique nous apprend. Et en particulier, il y a des phénomènes très bizarres comme la superposition d'états ou tout ça dont je vais parler, et qui fait que quelque part, il y a comme un nouveau monde qui s'ouvre. Et c'est peut-être pas un hasard si quelque part les deux choses ont lieu en même temps, que ce soit l'esprit d'un temps ou quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui passe quelque part dans le champ aussi des apparences et de l'art. Donc, ce qui est assez, quand on va parler du monde quantique, l'idée de quantique, donc de quantité d'énergie, va nous donner un peu faussement l'idée, quelque part, que le monde serait entièrement pixelisé, c'est-à-dire constitué de tout petits composants, et qu'en fait, c'est un petit peu comme une sorte de pixelisation sur un écran. En fait, c'est pas ce que dit vraiment la mécanique quantique. En fait, le monde et la réalité sont décrites par ce qu'on va appeler une fonction d'onde. Mais en fonction de l'échelle dans laquelle on va observer cette fonction d'onde, il va y avoir des phénomènes que l'on va devoir décrire de façon différente et que l'on va décrire justement comme étant quantifiés, comme relevant justement d'une certaine pixelisation justement de la réalité. Alors, il y a une expérience en effet qui est extrêmement importante dans la mécanique quantique et qui avait été évoquée hier, qui est l'expérience de Jung. Donc, elle a été très importante parce que lorsqu'on l'a faite, en effet, au 19e, elle a permis de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière, alors qu'en effet, la mécanique newtonienne parlait justement plutôt d'une nature corpusculaire. Mais ce qu'il y a de troublant, c'est qu'on ne s'est pas vraiment arrêté là. C'est-à-dire que l'expérience de Jung, quand on l'a répétée en fait au moment de la physique quantique, on s'est rendu compte que ce qu'elle montrait, c'est que la lumière, parfois, pouvait être décrite comme une onde et parfois pouvait être décrite comme une particule. C'est-à-dire que la dualité, ce qu'on appelle la dualité onde-particule, c'est à partir de cette expérience de physique qu'on a pu la déterminer. Il y a un physicien important qui s'appelle Feynman qui dit d'une certaine façon la mécanique quantique, toute la mécanique quantique est sortie de l'expérience de Jung. Et Feynman disait aussi que personne ne comprend la mécanique quantique. C'est en effet la mécanique quantique. En fait, ce qui est très étonnant avec elle, c'est qu'à la fois elle permet des calculs très précis et ce qu'elle nous présente par rapport au monde est totalement contre-intuitif. Donc on est obligé quelque part pour la comprendre d'accepter un certain nombre, disons, d'observations, simplement qu'on observe, et de se dire bon ben voilà, le monde d'une certaine façon, quand on l'observe de certaines façons, se comporte comme ça. Et c'est aussi quelque chose de complexe pour les scientifiques eux-mêmes. Donc là, l'expérience des fentes de Jung, voilà. Donc, en fait, ce qu'il a été montré, donc, ce qui a été répété par Jung, c'est qu'en fait, lorsqu'on va faire passer un faisceau lumineux donc, il imagine un dispositif où il y a donc deux fentes qu'on peut ouvrir, on peut ouvrir l'une ou l'autre, on peut ouvrir les deux, et on peut faire passer donc de la lumière par une fente ou par deux fentes. Et ce qui a été observé, c'est que lorsqu'on fait passer donc, de la lumière par une fente et qu'on ne l'observe pas, c'est-à-dire qu'on ne va placer aucun dispositif d'observation entre l'écran sur lequel on va observer les phénomènes et la lumière, donc on ne va effectuer aucune mesure, la lumière va se comporter systématiquement comme une onde, donc avec des perturbations. Donc une onde, c'est vraiment une onde. Pour vous donner une image, vous lancez un caillou dans l'eau et vous observez la propagation. Vous avez une série de cercles avec des interférences qui représentent des perturbations. Donc ça, c'est une onde. Et une onde, comme vous le voyez, elle n'a pas un endroit précis dans l'espace. Une onde, en fait, elle va s'étendre de son point et devenir de plus en plus diffuse. Et il faut comprendre, en fait, cette dualité onde-corpuscule, il faut la comprendre comme ça, c'est-à-dire d'une certaine façon, ce que dit la mécanique quantique, c'est qu'avant qu'on l'observe,
Un objet quantique, en fait, on ne peut pas du tout déterminer quelle position il observe dans l'espace parce qu'il occupe toutes les positions possibles. Pourquoi? Parce qu'une onde, quelque part, elle n'a pas un endroit précis, elle se propage justement totalement dans tout l'espace. Donc, pour effectuer une mesure, en fait, on va devoir choisir de quels paramètres au fond on va essayer sur quels paramètres on va se focaliser. Est-ce qu'on va se focaliser sur la vitesse ou est-ce qu'on va se focaliser sur l'emplacement? Et ce que dit en fait le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est qu'on ne peut pas donner une mesure de la vitesse et de l'emplacement en même temps. On peut uniquement donner une mesure de l'un. Si on connaît l'emplacement précis d'un objet quantique, on ne peut absolument pas dire quoi que ce soit sur sa vitesse. Donc, qui est troublant parce que c'est très très différent d'un objet classique. Quand on voit quelque chose qui se déplace, on peut mesurer sa vitesse et on peut mesurer son endroit dans l'espace. Donc, on va uniquement pouvoir mesurer ce qu'on appelle une onde de probabilité dont la formule a été donnée de façon par Schrödinger et la formule est toujours utilisée sans aucune modification. Elle nous permet, disons, de mesurer l'évolution de la fonction d'onde dans le temps. Ce qu'on a mesuré, si vous voulez, c'est que lorsqu'on va en revanche mettre un observateur dans l'espace, la lumière va en revanche se comporter comme une particule. C'est-à-dire que, et ce qui est troublant, c'est que même si on va par exemple faire passer un seul photon et ouvrir les deux fentes, elle ne va pas passer par une seule fente, mais par les deux à la fois. Pourquoi? Parce qu'elle s'est comportée comme une onde. Et c'est cette chose-là qu'on appelle une superposition d'états quantiques. C'est la fameuse intrication quantique et c'est la fameuse superposition d'états. Dans le monde quantique, un objet peut être dans deux endroits en même temps parce qu'il est relié par la même fonction d'onde. Et c'est ce que je vous disais, quelque part, l'univers, il peut être décrit en fait comme un ensemble d'états superposés au niveau microscopique et ensuite dont l'état d'onde, dont la fonction d'onde a décohéré. Et ces états quantiques-là, ils sont sur une onde et à certaines échelles, la mesure va faire qu'on les perçoit, qu'on les interprète comme des particules, c'est-à-dire comme un point précis. Parce que ce qu'est véritablement un objet quantique, c'est extrêmement difficile de savoir ce que c'est. C'est probablement plus profondément un champ dans lequel en fait apparaissent et disparaissent en permanence des quasi-particules et des particules. Donc on le décrit comme une onde ou on le décrit comme une particule parce que ce que nous on connaît, et qui se comporte de la même façon, c'est un onde ou c'est une particule. Ce phénomène d'intrication, il est lié, ce moment justement où il va y avoir une décohérence, une observation, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure en mécanique quantique. Et c'est intéressant justement parce que la mesure, c'est ce qui dans le monde classique a permis quelque part d'avoir une maîtrise du monde, de le calculer, de le géométriser, d'arriver à une sorte de maîtrise des apparentes et donc de sorte à la fois de compréhension du monde et de représentation du monde très précise. Et dans la mécanique quantique, la mesure est au contraire ce qui donne à la réalité un statut ontologiquement, disons vraiment complexe. En tout cas, on ne peut rien dire de la réalité tant qu'on ne l'a pas mesurée. Et ça, c'est quelque chose de très complexe et de très, très difficile pour un physicien. Et également, ce qui est étonnant, c'est que le moment justement où on va déterminer d'observer un phénomène et le moment où il va changer d'une onde à une particule, c'est ce fameux problème de la mesure. Il se passe quelque chose, on dit en mécanique quantique que la fonction d'onde s'effondre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une onde, elle devient une particule. C'est-à-dire qu'au lieu que les choses vont être dans deux endroits en même temps, ce stylo, il va être dans un endroit précis. Et en fait, le monde semble partagé en deux, un monde classique et un monde quantique. Simplement parce que c'est une question d'échelle. En fait, il n'y a qu'un monde quantique, il n'y a pas deux physiques. Mais l'échelle à laquelle on observe le phénomène fait qu'on va devoir décrire par une physique, on va dire, classique, qu'une physique newtonienne, qu'une physique en fait approximative. Mais la mécanique quantique permet de décrire extrêmement bien tous les phénomènes aussi classiques, parce que c'est la fameuse question justement du fameux chat de Schrödinger que je vais évoquer peut-être un peu rapidement. Schrödinger, en fait, c'est le physicien qui a inventé la fonction d'onde, et il était extrêmement perturbé par sa découverte. Pour lui, c'était absurde.
il avait dans l'idée que la mécanique quantique, en fait, n'était pas complète, que ce qu'il décrivait. Il était très mécontent, il disait, c'est terrible parce que ma magnifique théorie, maintenant, sert à dire des choses complètement absurdes. Et donc, ça le perturbait beaucoup. Et Einstein aussi était très perturbé, parce que, si vous voulez, l'idée qu'on ne peut rien dire d'une réalité avant qu'on l'observe, et que le statut de la réalité change parce qu'on l'observe, c'est en effet quelque chose qui, pour un physicien, semble absurde. Donc, il a imaginé une expérience de pensée où il imaginait donc un chat qu'il mettait dans une boîte, et il imaginait un dispositif avec un isotope radioactif qui avait en une heure une chance sur 2 de se déclencher. Quand il y a un rayonnement qui est émis, on a un petit dispositif qui casse une fiole d'acide cyanhydrique et le chat est mort. Ou pas mort. Et donc, ce qui perturbait probablement énormément Schrödinger, c'est que si on suit la mécanique quantique à la lettre, ça veut dire que quelque part avant qu'on l'observe, dans la boîte, le chat existe, mort et non mort, superposé. Et ça a perturbé beaucoup les physiciens. Et ça, c'est ce qui a donné ensuite naissance à ce qu'on appelle la théorie des multivers. Parce qu'en effet, on s'est dit, si on l'interprète à la lettre, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on ouvre la boîte, il va y avoir un univers dans lequel le chat était mort et un univers dans lequel le chat n'est pas mort. Et en fonction de l'observation qui a été faite, la fonction d'onde va évoluer vers un état ou vers un autre. Et donc, il y a deux mondes, un dans lequel le chat dans lequel il est mort et un dans lequel il n'est pas mort, mais ces mondes-là sont complètement décohérents, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent échanger aucune information l'un avec l'autre, ils sont totalement devenus autonomes. Et donc c'est quelque chose c'est un débat qui n'est pas tranché encore, on ne sait pas vraiment c'est vraiment théorique, on ne peut pas vraiment le prouver, donc naturellement c'est complexe quand on ne peut pas invalider une théorie en science, et il y a des gens par exemple comme Roger Penrose qui ont une théorie très différente et qui considèrent que en fait, c'est la gravité elle-même qui va faire que la fonction d'onde s'effondre et pas l'observation, et qui a en fait toujours une évolution d'onde favorable à l'effondrement, mais ce critère-là est objectif et pas subjectif, et donc il n'y a pas de monde multiple, parce que quand la fonction d'onde s'est effondrée, l'alternative est effacée dans l'histoire de l'univers. Et d'une certaine façon, c'est une théorie qui pose aussi des problèmes parce que c'est complexe de penser, c'est très compliqué de penser la gravité en termes quantiques, et c'est un débat qui n'a pas encore été tranché. On n'arrive justement pas à combiner la théorie einsteinienne et la théorie et la mécanique quantique sur la question de la gravité. Mais bon, c'est un autre débat dont je ne vais pas entrer dans le vif du sujet. Juste pour vous montrer peut-être ici une représentation de ce que serait le monde en fait vu par la mécanique quantique. Les H ici représentent en fait ce qu'on appelle des espaces de Hilbert. Les espaces de Hilbert, c'est la grille du monde quantique. C'est ce qui sert à le mesurer. C'est un outil mathématique qui va permettre de mesurer en fait les superpositions d'états. Donc imaginons en fait que le monde est une superposition et comme ça un ensemble, si vous voulez, d'espaces de Hilbert qui sont reliés en fait entre eux par, si vous voulez, ces verticales qui sont des interactions, qui sont des intrications. Et en fait, on pourrait penser le monde comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé même de penser à partir du fait bon voilà, on a un monde classique, on fait des mesures, et au fond, le monde classique est d'abord, et ensuite il y a un monde quantique. On peut tout à fait se dire qu'au fait, primordialement, il y a un monde quantique, et en fait, ce monde quantique-là, il est décrit par cet espace-là, et lorsque, quelque part, un espace de Hilbert, par exemple, on va le toucher, on va mettre de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se désintriquer, qu'est-ce qui va se propager dans l'univers, et on pourrait expliquer comme ça, au fond, ce qui se passe dans l'univers à partir justement de cette observation-là. La mécanique quantique va nous permettre de savoir, en fait, de mesurer assez précisément les orbitales et les endroits où il y a des électrons. Et c'est en agissant sur les électrons, quelque part, qu'on va pouvoir créer des molécules de synthèse. C'est l'influence, si vous voulez, sur ces couches électroniques, c'est des endroits réactifs dans une molécule, et c'est ce qui va nous permettre, justement, de faire des transformations. La chimie, sa grande différence avec l'alchimie, c'est aussi une science de la transformation,
Mais c'est une science qui va fonctionner sur des calculs mathématiques, des calculs et des réactifs, et des réactions de corps entre eux, et des réactions d'énergie entre elles. Et il ne va pas y avoir, si vous voulez, tout le fond métaphysique, spirituel qui était dans l'alchimie, mais qui a quand même donné des choses, qui nous a légué des acides, qui nous a légué des bases, qui nous a légué énormément de choses sur lesquelles aussi la chimie a pu ensuite justement travailler avec sa propre théorisation. Donc cette toile, par exemple, de Roscoe, de Harvard Murrell, c'est une toile qu'il a peinte justement avec des pigments qui étaient pas du tout disponibles avant qu'on ait la chimie moderne, parce que les seuls rouges qu'on avait, justement, c'était le rouge était très important pour lui, c'était les rouges de terre ou les rouges de vermillon, et on n'avait pas justement les rouges de cadmium ou les rouges pyrrole. Et il a utilisé aussi un rouge qui est très particulier. Il a utilisé un rouge qui était utilisé dans l'imprimerie. Je pense que c'est un rouge Little et qui avait des caractéristiques en fait assez particulières de transparence. Parce que ce qui est justement intéressant, c'est qu'avec l'art abstrait, on va se mettre à utiliser par exemple des grandes dilutions de pigments. On va se mettre à vraiment travailler la matérialité, donc la différence justement de réfraction de la lumière, d'absorption de spectres lumineux. Et ça va donner justement des perceptions extrêmement différentes de la profondeur. Donc la profondeur, elle va plus vraiment uniquement être communiquée par l'illusion perspectiviste, justement par la mesure et par la géométrie, mais par la façon dont le travail de la matière, de la dilution, va créer justement des effets particuliers. Et aussi la dynamique du coup de pinceau, la dynamique, disons, physique de la peinture va aussi ce qui va contribuer à sa dimension justement émotionnelle. Donc on a une façon de concevoir, si vous voulez, les rapports justement entre ces deux mondes, qui sont le monde au fond le monde, si vous voulez, plus exact des sciences, et le monde de la sensation d'une façon différente de la Renaissance, où on va dire va y avoir une sorte d'image avec une maîtrise justement de l'apparence, et une maîtrise de l'apparence. On ne va pas se soucier vraiment tellement de véhiculer trop la sensation ailleurs, je dirais, que par la couleur, mais c'est surtout l'harmonie des proportions, le placement, l'idéalisation des formes qui va en fait véhiculer justement ce rapport aux formes idéales, aux formes à l'infini, à la perfection justement mathématique. Là, c'est quelque chose de différent. On va plutôt chercher à véhiculer par la matérialité même de la physicalité du pigment ou ce qu'on utilise. C'est là où on va essayer de véhiculer justement la dimension de sensation de la toile. Donc là, le rouge, il a été justement très travaillé. Donc Rothko, il faut voir qu'il mélangeait lui-même ses pigments. Donc là, il revenait en revanche à une pratique qui existait chez les peintres juste de la Renaissance ou avant, qui fabriquaient eux-mêmes, qui broyaient leurs pigments, qui les broyaient avec des liants, qui les broyaient avec des huiles. Et donc lui, il aimait aussi en fait assez utiliser des colles animales, donc utiliser des sortes de tempéra. Donc là, il a utilisé justement le rouge Little à la base dans une toile, dans la première couche, il a utilisé du rouge Little, qui est un rouge qui va être un rouge un petit peu violacé, qu'il va avoir ensuite recouvert. Donc on a ce premier fond qui justement fait un fond relativement à la tempéra, et il va le laisser comme ça un peu transparaître. Et ce qu'il va utiliser, c'est justement un autre pigment dessus pour justement créer une sorte de couleur prune. Il va utiliser un outremer dessus, et par l'interaction, si vous voulez, justement des fréquences lumineuses, du spectre lumineux entre le fond rouge et l'outremer qui est créé dessus, il va créer une couleur qui est ni un bleu, qui est ni un rouge, qui est une couleur prune, qui est une couleur étrange, intermédiaire, donc déjà qui, au niveau de la sensation, nous amène dans un espace qui est un peu différent, qui est justement ce monde un peu confus. Est-ce qu'on est dans une nuit? Est-ce qu'on est dans un jour? Qu'est-ce qu'on véhicule comme sensation? Et Rothko, il était extrêmement sensible justement au rapport physique et émotionnel assez direct de ces toiles, et ça suivait beaucoup aussi ses propres états émotionnels. Et donc il a utilisé ensuite un bleu de phthalocyanine
dans certaines parties, qui est un bleu extrêmement moderne en revanche, le bleu de phthalocyanine, qu'il a utilisé très léger, mais qui est un bleu qui est extrêmement dense et extrêmement intense. Donc il a utilisé un peu sur les autres parties centrales. C'est pas complètement des noirs, c'est quelque chose qui est une sorte de justement entre le jour et la nuit. On parlait de nuit qui est toujours lumineuse, mais c'est quelque chose où il y a quand même une sorte de nuit qui contient de la couleur. Et c'est justement c'est vraiment par ce mélange justement de spectres lumineux, d'absorption de fréquences et de réfraction d'ondes lumineuses qu'on va avoir des effets qui sont pas. On a toujours utilisé les couches pour créer des effets justement particuliers. On utilisait beaucoup de glacis dans la peinture de la Renaissance, mais ils n'ont jamais été utilisés pour créer quelque chose d'aussi émotionnel. Ils étaient utilisés plutôt pour créer l'impression de profondeur. C'était justement le fond noir qui n'est pas complètement noir. C'était cette sorte de lumière qui sort des fonds et où c'était les travails un petit peu sur la peau pour créer des nuances. C'était plus pour nuancer. Là, c'est utilisé à part entière comme un mode d'expression. Et parfois, justement, le pigment aussi est très peu lié. Par exemple, chez Klein, il utilise extrêmement peu de liant, donc parfois ça reste assez poudreux pour garder justement la luminosité la plus proche du matériau à son état brut, à son état vraiment physique. Et donc ces alternances, si vous voulez ici, de bandes lumineuses et de couleurs, c'est ce qui crée justement cet espace qui est émouvant et qui est un espace dans lequel on se déplace avec différentes formes de sensations, d'émotions, de formes aussi qui peuvent apparaître et de souvenirs et de mémoires qui peuvent vaguement surgir. C'est cette façon justement de faire ressurgir ce monde-là que j'appelle moi un monde spectral, parce que et spectral à tous les niveaux, parce que le spectre c'est vraiment la longueur d'onde, il a une définition vraiment physique, et c'est le spectre aussi avec tout ce qui hante justement notre conscience. Et ça c'est aussi quelque chose, on le verra, qui est important chez Anna-Eva Bergman, parce qu'elle travaille justement à partir de ses propres souvenirs, et la façon dont elle utilise justement du métal pour par exemple utiliser des propriétés lumineuses qui représentent des soleils, qui peuvent ressembler à de la lune, ça évoque aussi ce soleil ou cette lune ou cette mémoire qui est aussi changeante et qui est un monde flottant qui change de la même façon quelque part que les reflets de la lumière changent sur une surface de métal. C'est fluctuant, c'est flottant, ça se fixe véritablement dans rien tout en étant ça peut être à la fois très défini à un moment et ensuite complètement disparaître et aller ailleurs. Et je crois que cette façon de se mouvoir et d'être insaisissable, c'est très proche de l'analogie qu'on peut faire avec justement cette réalité qu'on ne saisit pas complètement dans la mécanique quantique, mais quelque part qu'on peut à des moments entrevoir d'une certaine façon ou d'entrevoir d'une autre. La façon dont on perçoit, dont on mesure, quelque part, va changer complètement la façon dont on va interpréter quelque chose. Et c'est quelque chose qui va se faire à l'intérieur même de la physicalité du tableau. Donc c'est en ça que l'analogie est intéressante. Et chez Barnett Newman aussi, on a beaucoup d'utilisation de rouge, et en particulier beaucoup de rouge de cadmium. Alors là, c'est cette peinture de Newman qui est très connue, Heroicus Sublimis. Newman, il travaillait avec son idée des zips, il y a quelque chose d'assez mystique, de très métaphysique chez Newman. Le zip qui était constitué il mettait en général une bande d'adhésif et qu'il retirait ensuite, et on voit justement aussi la façon dont ce sont des choses, pas des bandes qui sont complètement nettes, il y a un petit peu de matière, il y a quelque chose justement qui révèle un petit peu la couche d'en dessous, donc il y a aussi quelque chose qui peut faire penser à ces phénomènes aussi justement un peu, là j'y pense, de chambre à bulles et de choses où on voit justement, une chambre à bulles c'est pas en fait complètement comme une ligne, on voit une ligne, et justement parce qu'on a une onde, on voit quelque chose qui se propage un petit peu comme une bulle avec des collisions et en effet des phénomènes particuliers qui vont à des moments aussi être observés. Et ça justement, si on agrandissait, si on faisait un close-up, on aurait des parties justement, on a comme des petites boucles et comme des franges qu'on voit aussi d'ailleurs dans les zips de Newman. Et chez Newman, donc le rouge de cadmium, c'est un rouge qui a été justement aussi, c'est un rouge minéral, c'est un rouge très saturé qui est différent du rouge de cadmium, du vermillon. Pardon. Le vermillon, il a une
caractéristique très intéressante, c'est quand on le mélangeait au carbonate de plomb, il fait un rose qui est extrêmement délicat, qui ressemble beaucoup à un ton chair, et quand on mélange ce rose-là avec un peu de noir, on a en fait un ton chair qui est très très convaincant. Et en fait, ce qui était très beau aussi dans la peinture de l'époque baroque, c'est qu'il y avait une telle histoire, une telle maîtrise quelque part aussi de la technique qui avait précédé, que en fait, avec des choses très restreintes, il pouvait aussi utiliser des possibilités énormes. La palette avec laquelle on exprime les nuances de gris de la réalité est très réduite, mais en fait, elle naît aussi de l'interaction des couleurs entre elles, et elle naît aussi de l'interaction des couches entre elles. Et le blanc de plomb, c'est très différent du blanc de titane. Le blanc de titane qu'on utilise aujourd'hui, c'est un blanc qui est très très couvrant, très dense. Et le rouge de cadmium, c'est un rouge qui reste très rouge, d'un orange beaucoup plus orange quand on le dilue, et très très dense. Il n'a pas la douceur que va par exemple avoir le vermillon. Mais en effet, il a aussi un éclat d'un rouge, disons, sang, écarlate, que n'a pas le vermillon, qui est plus orange. Donc elle a permis ce rapport aussi, justement. Et les terres rouges, en revanche, le problème, c'est qu'elles elles sèchent de façon très très mate, et elles absorbent aussi très très facilement les vernis. Donc on a quelque chose, on ne peut pas avoir des rouges qui sont aussi intenses. Pour avoir le rouge sang, on a besoin des rouges, en effet, qui sont vraiment le cadmium, et qui sont les rouges typiquement type Pyrrole Red, qui sont des rouges qui sont vraiment fabriqués par la chimie contemporaine et qu'on n'aurait pas eu sans ça. Et donc je vais terminer peut-être un petit peu là, mon panorama avec Anna Eva Bergman, donc elle qui, comme je vous l'ai dit, utilisait pas mal de métal, et justement ses propriétés, on voit les irisations qui changent tout le temps, et là c'est vraiment une exploitation vraiment très très directe, justement des propriétés vraiment lumineuses et physiques des corps pour justement créer ce paysage-là imaginaire de la sensation. Donc j'aimerais, pour finir, peut-être une expérience personnelle qui m'a été donnée, justement, de fabriquer un pigment synthétiquement, donc à partir de chlorophylle. Donc c'est pour un travail que j'avais mené avec Laurie Dalava, qui est une artiste contemporaine, et qui voulait en fait utiliser un pigment qui avait vraiment la couleur de la chlorophylle, qui avait un vert émeraude ce vert émeraude très particulier. Mais le problème de la chlorophylle, en fait, c'est que, comme tous les pigments organiques, ils n'ont pas de stabilité à la lumière. Si vous extrayez de la chlorophylle, on va, par exemple, là, il y a c'est les deux molécules de chlorophylle. La chlorophylle, c'est deux molécules. Il y a la chlorophylle A et la chlorophylle B. On voit que la différence, c'est dans la liaison que vous avez en haut, qui est un peu différente. Mais la structure reste la même. Vous voyez les chaînes, ici les chaînes carbonées, qui sont importantes, avec les structures ici en double bande. Elles sont importantes parce que c'est justement sur ces structures-là que vont circuler les électrons. Donc c'est sur ces noyaux-là qu'on va justement pouvoir agir. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail physique parce que c'est assez complexe, mais ce que vous voyez là dans la prochaine étape, c'est une séparation chromatique qui va vous montrer tous les composants qu'on va avoir dans une plante. Là, c'est quelque chose qui est fait par ce qu'on appelle une chromatographie en couche mince. C'est ce qu'on utilise en chimie, en fait, basique. Ce qu'on va utiliser de façon basique, on va se servir en fait des propriétés de polarité des solvants, c'est-à-dire de la façon dont ils vont avoir le potentiel de dissoudre plus ou moins sélectivement une molécule ou une autre. Et il y a certains solvants qui vont, disons, dissoudre certaines molécules sans en dissoudre d'autres. Donc, par un certain mélange de solvants, on peut comme ça séparer absolument tous les composants d'une substance qu'on veut analyser en fonction justement de la séparation des solvants. Donc on va utiliser une colonne de chromatographie, on va avoir d'abord essayé de déterminer quel solvant utiliser, on va faire passer plusieurs solvants, en général de ce qu'on appelle le plus polaire au moins polaire, et on va avoir comme ça des différentes bandes, différentes fractions qui vont tomber, et on va les recueillir, on va avoir des séparations comme ça, on va mettre du solvant de plus en plus, il va couler à travers la silice, et on va ensuite recueillir des fractions qui vont avoir les composants purifiés d'une molécule, des molécules qu'on va analyser. Donc dans une chromatographie en couche mince, c'est ce qu'on teste à l'avance. La séparation avec les différentes formes de chlorophylle, on voit qu'elle monte au fil du temps. Donc on va avoir la chlorophylle
la chlorophylle A, je pense, qui est la moins saturée, la chlorophylle B qui est la plus bleue, qui se séparent justement pas au même moment. Donc on peut avec une chromatographie, séparer ces deux molécules-là qui normalement ne le sont pas. Donc ça nous permet déjà de sélectionner sur quelle molécule on va travailler, dans la mesure où il y en a une qui est plus bleue que l'autre. Et donc pour pouvoir... Pour justement aboutir à avoir une molécule stable de chlorophylle, donc il y a eu toute une modification chimique, et qui nous a permis au final d'aboutir à un pigment donc, que Laurie a pu utiliser. Donc ça, c'est un mural qu'elle a fait à Louvain, en Belgique, récemment. Donc j'ai aussi modifié les capacités de solubilité dans l'eau, parce que la chlorophylle, normalement, n'est pas soluble dans l'eau. Donc là, j'ai permis, elle se dissout normalement, donc on peut l'utiliser dans un médium à la tempéra, acrylique ou ce qu'on veut. Et on va également pouvoir l'utiliser par exemple ici pour une sérigraphie, puisque dans une sérigraphie, on utilise un médium en effet qui est à base d'eau. Et donc la stabilité fait qu'on peut l'utiliser pour des propos artistiques, parce qu'en effet la stabilité de la chlorophylle à son état naturel, c'est quelques jours en fait, elle devient intégralement transparente. Parce que dans la photosynthèse, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le magnésium, qui est la substance qui est latente dans la chlorophylle, est renouvelé en permanence. Donc, si on ne renouvelle pas en permanence ce magnésium-là, il se dégrade et justement, le pigment devient juste intégralement transparent. Et la photosynthèse, c'est justement la capacité par les plantes de pouvoir absorber un rayonnement infrarouge et émettre un rayonnement vert. Et c'est quelque chose qui se fait dans les chloroplastes, justement, donc, qui contiennent la chlorophylle. Et elle a cette capacité très très particulière donc, de sélectionner une certaine fréquence, un certain spectre lumineux, qui va être un certain spectre énergétique des rouges. Cette énergie-là va être stockée ensuite sous forme d'énergie physique. Elle va être transformée ensuite la nuit. Car la nuit, si vous voulez, les états électroniques ne sont pas excités de la même façon que dans la journée. Il n'y a pas d'apport de lumière qui va exciter des électrons. Donc là, elle va être transformée par des enzymes en quelque chose qui sont des biomolécules, en énergie justement chimique qui va permettre ensuite de transformer en glucose, séparer le CO2 en glucose et en oxygène, et rejeter l'oxygène. Et on va dire ce qui se passe, que la nature, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est une chose que j'aime bien dire, c'est que les plus grands chimistes, quelque part, sont les plantes, parce qu'elles ont à leur disposition une source d'énergie qui est inépuisable, et elles inventent, la nature a une inventivité extrême à inventer justement des enzymes qui vont permettre de créer des molécules d'une extraordinaire complexité. Dont certaines molécules même, on n'arrive pas complètement à les reproduire par la chimie, par la synthèse. On est obligé de partir en effet déjà d'une molécule existante quand on veut la modifier. Donc ce qu'on fait dans un laboratoire, c'est d'une certaine façon reproduire dans du verre avec des réactifs ce que la nature fait en grand. Là, c'est un détail et une vue de cette peinture, d'une autre peinture qu'elle a faite à Louvain dans un autre lieu d'art. Et vous voyez, donc il y a quelque chose d'assez... quand on le voit de près, elle a gardé les capacités justement assez vibrantes de la chlorophylle, en essayant d'utiliser justement aussi un liant un peu particulier qui permet de conserver justement ces propriétés-là le plus possible. Donc voilà cette expérience personnelle des apports de la science et de la chimie à l'art.